Bienvenue dans cette nouvelle exploration des histoires cachées de Tokyo. Bonjour Ève. Aujourd'hui, on plonge dans le passé d'un village qui n'existe plus sur les cartes administratives, mais dont l'esprit vit encore. Kaminerima, le Haut-Nerima. C'est ça. Aujourd'hui, ça correspond à des quartiers comme Aoicho, Koyama, Nukui, Takamatsu, ou même le grand parc de Ikarigaoka, dans l'arrondissement de Nerima. Exactement. Et au premier abord, ça peut ressembler à une banlieue tranquille, résidentielle. Oui, mais détrompez-vous, c'est un millefeuille d'histoires, de batailles anciennes, de légendes, de transformations assez folles au XXe siècle. Pour creuser tout ça, on a réuni pas mal de sources, des articles, des pages de référence en japonais, en chinois aussi, des guides locaux, même une brochure de l'arrondissement. Mhm. Notre but, déterrer des récits oubliés et surtout identifier des petits trésors cachés, des lieux un peu secrets, parfaits pour une balade différente dans Tokyo. C'est une excellente idée. Kaminerima a existé officiellement, disons jusqu'en 1932. Ah oui, Oui. Après, il a été intégré à Itabashi, et c'est seulement en 1947 que Nerima est devenu un arrondissement à part entière, englobant cette zone. La séparation d'avec Shimu-Nerima, le Bas-Nerima, elle remonte à plus loin, vers 1644. ah, d'accord. Et historiquement, c'était quoi l'identité de ce coin? C'était très agricole. D'abord connu pour ses chevaux, les Bandogoma, et puis bien sûr pour ses fameux radis. Ah, le daikon de Nerima, on y reviendra. Exactement. Mais c'était aussi un lieu stratégique, notamment avec le château de Nerima. Parfait. Commençons par là alors. Une histoire de château, de guerre et de transformation, plutôt surprenante. Oui, c'est un excellent point de départ. Ça illustre bien la complexité du lieu. On est en 1477, le clan local, les Toshima, ils font un mauvais calcul politique, ils s'allient à une rébellion. Contre les Uesugi. Oui. Et en face, il y a un poids lourd, Otadokan. Le bâtisseur du château d'Edo, connu pour être un fin stratège, avec ses fantassins, les Ashigaru. Tout à fait. Et il n'hésite pas. Il marche sur le château de Nerima depuis Edo. Et l'attaque est décisive, on peut dire. Brutal même. Les sources disent que le château a été pris, mais aussi que toute la ville autour a brûlé. Un désastre pour les Toshima. Fini le château de Nerima, ils tentent bien une contre-attaque vers Egota, Numabukuro, mais c'est un échec. C'est ça. Et leur dernier bastion, le château de Shakuji, tombe juste après. C'est la fin du clan Toshima dans la région. Et le site du château de Nerima, lui, il tombe dans l'oubli pendant des siècles. Oui, jusqu'à la fin du 19e où on commence à l'aménager un peu en parc public, Toshima-koen. Mais la grosse transformation, c'est 1926-1927. L'arrivée de Toshimaen. Le parc d'attractions. Exactement. Il va devenir une véritable institution pour des générations de Tokyoïtes. Ah, et petite anecdote, pendant la guerre du Pacifique, le site a brièvement servi de poste de surveillance aérienne. Quand même. Et ce parc, il a fermé il n'y a pas si longtemps, en 2020. Oui, après presque 100 ans. Mais le site, lui, continue de changer. Ah oui, qu'est-ce qui s'y passe maintenant? Eh bien, il accueille deux choses très différentes. D'un côté, le Warner Bros. Studio Tour Tokyo, The Making of Harry Potter. D'accord. Et de l'autre, un tout nouveau parc public, le Nerima Joshi-Poen, le parc des ruines du château de Nerima, qui est aussi pensé comme un refuge en cas de catastrophe. Incroyable parcours pour un seul endroit. Mais concrètement, si on y va aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir ou ressentir de ce passé? Alors, d'abord, le parc des ruines du château de Nerima lui-même. On peut y marcher, observer le terrain. La partie la plus haute, là où il y avait le grand parc aquatique de Toshimaen, Oui, on pense que c'était le cœur même de la forteresse médiévale. Donc on marche vraiment sur l'histoire. intéressant. Ensuite, même si on va visiter le studio tour Harry Potter, c'est pas mal de savoir qu'on est sur les terres d'un ancien château et d'un champ de bataille. Ça donne une autre dimension, non? Carrément. Poudlard sur les ruines d'un château japonais, c'est une image forte. Et enfin, il reste un témoin de l'époque Toshimaen, le magnifique carrousel Eldorado. Il a été sauvé et classé au patrimoine mécanique. C'est un peu l'âme du parc d'attractions qui reste là. Un trésor caché à lui tout seul, ce carrousel. Bon, après cette histoire guerrière, explorons un côté un peu plus spirituel, avec des moines, des légendes d'eau. Oui, allons voir du côté de Saginomiya et de Nukui. Là, on suit d'anciennes routes et des rivières qui ont disparu du paysage. Alors il y a cette histoire, en 1357. Un moine, Ryoben, il passe par là, sur l'ancienne route de Kamakura, Mhm. et pour prier pour la paix, c'était une période agitée, il enterre un cylindre avec des sutras, un kyozutsu, et il marque l'endroit avec un petit monticule, le Ryobenzuka. C'est ça. Et ce cylindre, figurez-vous, a été retrouvé bien plus tard.
à l'époque Edo. Il est maintenant conservé au temple Nanzo-in. Le site du monticule, lui, même s'il a changé, il est toujours là, marqué. Et puis il y a une légende encore plus connue, celle de Kobodaishi Kukai dans le quartier de Nukui. Ah oui, la légende de la source d'eau. C'est ça, les villageois manquaient d'eau, ils étaient désespérés. Kobodaishi arrive, il frappe le sol avec son bâton, et hop, une source jaillit. Et de cet acte de percer le puits, Uri Onuku, en japonais, viendrait le nom du quartier. Nukui. Fascinant. Qu'est-ce que ça nous dit, ces légendes? Ça montre bien l'importance vitale de l'eau à l'époque, et aussi le besoin de repères spirituels, de figures protectrices. Bon, il y a une autre explication possible pour Nukui. Ah, Oui, peut-être plus terre-à-terre. Nukui, écrit différemment, Onui, peut vouloir dire source tiède. Géologiquement, c'est pas impossible. Mais la légende de Kobodaishi, elle a marqué les esprits. mais aujourd'hui, ces sources, cette rivière Nukui-gawa, on ne les voit plus. Pratiquement plus non. L'urbanisation a tout recouvert. La rivière a été mise en souterrain, ce qu'on appelle Ankyoka. Elle coule toujours, mais sous nos pieds. Alors, quels sont les trésors cachés liés à ces histoires d'eau et de prière? On peut trouver les ruines de Ryobenzuka. C'est près de la gare de Saginomiya. C'est un petit square, très calme, avec des vieilles stèles bouddhistes. L'accès est libre. Et juste à côté, on peut marcher sur un petit bout préservé de l'ancienne route de Kamakura. Sympa? Ensuite, il y a le chemin vert de la rivière Nukui. C'est une promenade aménagée là où coulait la rivière. Parfois, il y a des petits dessins au sol pour le rappeler. Malin. Il y a aussi le temple Ankuin. Son nom bouddhique contient Nukui-dera, donc il est directement lié à la légende de Kobodaishi. Et enfin, petit clin d'œil sympa, près de la gare de Nakumurabashi, la mairie a installé une sorte de borne d'incendie décorative en forme de puits pour rappeler l'origine du nom Nukui. Des petits détails qui racontent une histoire. Super. Passons maintenant du spirituel au très terrestre, avec un légume star de Nerima. Ah, le fameux radis, le Nerima Daikon, un emblème local, vraiment. Il était déjà célèbre à l'époque Edo, c'est ça? Tout à fait. Le sol de la région, un sol volcanique léger, était parfait pour lui. Ça donnait des radis immenses, parfois jusqu'à 1 mètre de long. 1 mètre, incroyable. Et avec une saveur bien piquante, idéale pour faire le takwanzuke, le radis mariné jaune qu'on connaît bien. D'où vient-il exactement? Il y a des histoires là-dessus aussi, j'imagine? Ah oui, plusieurs. Une légende tenace dit que c'est le shogun Tokugawa Tsunayoshi qui aurait fait venir les graines de sa région d'origine, Owari. C'est une belle histoire, mais est-ce que ça colle niveau date avec le moine Takwan Soho qui a donné son nom au condiment? C'est là que ça coince un peu, effectivement. Takuan Soho était mort bien avant la naissance de Tsunayoshi. Ah, l'anachronisme classique des légendes. Exactement. On aime bien relier les produits locaux aux grands noms, même si ça ne colle pas tout à fait. Une autre version, plus simple, dit qu'un fermier du coin, un certain Mataroku, aurait découvert cette variété par sélection naturelle en observant ses champs. Plus plausible peut-être. En tout cas, sa culture a connu un âge d'or, fin Meiji, début Taisho. Oui, c'était la grande époque. Mais après, à l'ère Showa, c'est le déclin. Les maladies, les goûts qui changent, et surtout, L'urbanisation. l'urbanisation galopante qui a grignoté toutes les terres agricoles. C'est l'histoire classique de beaucoup de légumes de banlieue au Japon. Il est devenu presque une relique, un symbole du passé agricole. C'est ça. Mais attention, l'histoire n'est pas finie. Ah bon? Oui, depuis 1989, il y a un projet de préservation qui a été lancé. On a réussi à relancer sa culture. Il reste rare, mais on peut à nouveau le trouver. Super nouvelle. Et son importance est telle qu'il a peut-être même influencé le nom d'un quartier, Tagara. Une hypothèse, c'est que ça viendrait de ta-carré, qui veut dire champ de riz desséché. Parce que le sol n'était pas bon pour le riz. Exactement. Ce sol très drainant, mauvais pour le riz, était par contre parfait pour les légumes racines comme le daikon. Logique. Alors, comment faire pour goûter ou découvrir cet héritage aujourd'hui? Plusieurs pistes. En novembre, il y a la fête des produits marinés de Nerima. C'est l'occasion de goûter le vrai Nerima Honkan Takwan. Apparemment, il y a même des animations, genre un concert daikon. Un concert daikon. Original. On peut aussi chercher des pâtisseries locales un peu spéciales, comme le daikon monaka. C'est une gaufrette fourrée en forme de petits radis. On en trouve chez Aizen, par exemple. Mignon. Et bien sûr, il faut faire les marchés de producteurs locaux pour essayer de trouver le précieux radis ressuscité. Ah, et j'oubliais, il y a même un monument au Nerima Daikon dans le quartier de Kasugasho.
Un monument pour un radis, ça montre à quel point il compte pour les habitants. Génial. Allez, on change complètement d'échelle et d'époque. Direction Ikarayoka. Oui, une histoire beaucoup plus récente, mais qui concentre des bouleversements majeurs du XXe siècle. On est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'armée japonaise construit ici, en urgence, un aérodrome. Narimasu Ikokujo. Pour défendre Tokyo. Mais c'était aussi une base d'entraînement pour les unités d'attaque spéciales. Les Tokkotai, les kamikazes. C'est ça, une période très sombre, dont il reste peu de traces physiques aujourd'hui. Après la guerre, le site est réquisitionné par les Américains. Oui, par les forces d'occupation. Et ils vont le transformer radicalement. Dès 1947, ça devient une énorme base résidentielle pour les familles des militaires américains. Ça s'appelait Grant Heights. Une vraie petite ville américaine en plein Nerima. Et ça a duré un bon moment jusqu'en 1973. Plus de 25 ans. Oui, avant que le terrain soit entièrement rendu au Japon. Et là, nouvelle transformation. Une partie devient des logements, mais le cœur du site devient un immense parc public. Hikareoka Koen. Le nom Ikarioka, choisi dès 1969, avant même la restitution complète, est très symbolique. La colline de lumière. Ça marque vraiment une volonté de tourner la page et d'aller vers un avenir pacifique. Oui, le symbole est fort. D'un lieu de guerre et d'occupation à un espace de vie, de loisirs, de lumière. C'est exactement ça. Le nom est presque un manifeste. Qu'est-ce qu'on peut y voir aujourd'hui qui rappelle ce passé complexe? Bien sûr, il y a le parc Ikarioka lui-même, immense, avec ses pelouses, et une statue importante, Prière pour la paix. Mais pour les chasseurs de trésors cachés, Oui. il faut ouvrir l'œil. On peut, paraît-il, encore trouver des traces discrètes du passé militaire ou américain. Il y aurait quelques anciens bunkers semi-enterrés, les Intego, et, plus surprenant, de vieux panneaux de signalisation en anglais, genre « No parking », qui dateraient de l'époque de Grand Heights. Incroyable qu'il en reste. Il faut chercher. Et enfin, un trésor saisonnier, l'allée de Jinko du parc. C'est l'un des premiers endroits à Tokyo où les feuilles jaunissent à l'automne. C'est magnifique. Noté pour la balade d'automne. Bon, terminons notre exploration avec une dernière histoire, celle de la rivière qui traverse tout Nerima, la Shakuji-gawa. Ah oui, la rivière Shakuji, essentielle pour la région depuis des millénaires. Ces berges étaient habitées dès la préhistoire, à l'époque Jomon. Et à l'époque Edo, elle était cruciale pour irriguer les cultures. Sa source, l'étang Sampoji-ike, était même un but de promenade assez chic. C'est vrai. Mais l'urbanisation, là encore, a tout changé. Son cours a été redressé, on a coupé ses méandres, on a bétonné les berges, et comme on a construit de très près, elle est devenue très dangereuse en cas de forte pluie. Avec des inondations terribles comme celle du typhon Kanogawa en 1958. Oui, une catastrophe qui a détruit des ponts et lui a valu un surnom pas très flatteur, Yakai Bori, le fossé pénible ou la rivière à problème. Aïe. Ce désastre a provoqué une prise de conscience. On a fait de gros travaux pour la maîtriser. Des digues, des bassins pour retenir l'eau. Et petit à petit, on a aussi repensé ces berges pour en faire des espaces verts, des promenades. La qualité de l'eau s'est aussi améliorée avec les égouts. Donc, la relation a évolué. De la dépendance, on est passé à la lutte, puis à une sorte de coexistence aménagée. C'est une bonne façon de le dire, oui. La rivière est devenue un peu un livre ouvert sur l'histoire urbaine de la région. Et qu'est-ce qu'on peut faire le long de cette rivière aujourd'hui? On peut se promener sur les berges aménagées de la rivière Shakuji, qui sont souvent très agréables. On peut observer les oiseaux, les poissons qui sont revenus. Pour les plus curieux, on peut essayer de repérer les traces de l'ancien cours sinueux. Parfois, on devine les anciens méandres abandonnés. D'accord. Et puis, il y a un pont avec une histoire amusante, le pont Dorakubashi. Il est sur une ancienne route, la Kyoto-Michi. Oui, Son nom, Dorakubashi, ça veut dire en gros pont du passe-temps ou pont de la lubie. La légende dit que les gens se moquaient parce qu'il était tout le temps emporté par les crues et qu'il fallait sans cesse le reconstruire, comme si les autorités le faisaient par plaisir, par Doraku. excellent. Ça humanise l'histoire technique. Pour finir, peut-être juste un mot sur quelques autres petits trésors qu'on a croisés dans nos lectures? Oui, très rapidement alors, il y a le Jizo à vœux, Negaikake Jizo, près de la limite avec Nakano. Il y avait un rituel assez étrange où on renversait une petite statue pour que la grande exauce un vœu. Bon, aujourd'hui, on se contente de les regarder. Ouf. Il y a le sanctuaire Kasuga, près de l'ancienne mairie de Kamine-rima, avec un arbre immense, peut-être millénaire. La fabrique de Miso Kojiya Saburoemon, la seule qui reste de l'époque Edo à Tokyo et qui organise des visites.
Ou encore les petites forêts Yashikimovi qui entouraient les anciennes fermes et que l'arrondissement a parfois préservées en créant des forêts de repos, Ikoinomori. Ça donne vraiment l'image d'une histoire qui affleure partout, dans les détails du quotidien. Finalement, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans Kaminnerima? Pour moi, ce qui est fascinant, c'est vraiment cette superposition des époques et des usages. Le même bout de terrain a pu être un champ de bataille, une ferme, un parc d'attractions, une base militaire, un quartier résidentiel. Et toutes ces couches sont là, sous nos pieds. C'est vrai que ça change complètement le regard qu'on peut porter sur des quartiers qu'on croit connaître ou qu'on juge un peu, banal peut-être. Exactement. Et ça soulève une question importante, je trouve. Comment on fait vivre cette mémoire des lieux? Comment on préserve ces traces, ces histoires multiples face à la pression immobilière, à l'urbanisation qui a tendance à tout lisser, à tout effacer? C'est une vraie question, oui. Une dernière idée, une piste pour continuer l'exploration. Eh bien, je dirais, écoutez les noms des lieux. On a parlé de Nukui, Tagara, Ikarigaoka, mais que raconte Shakuji, le puits du dieu de pierre, ou Oizumi, la grande source? Chaque nom de quartier, chaque nom de rue à Nerima et ailleurs à Tokyo, c'est potentiellement le début d'une nouvelle enquête, d'une nouvelle histoire à découvrir. L'aventure est au coin de la rue, en fait. Une très belle invitation à rester curieuse et curieux. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant sur les secrets de Kaminnerima. Merci à vous. Et merci à toutes et tous pour votre écoute. Fin de cette exploration approfondie.